Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On conclut le cours de rétrécissement mitral. On va voir dernièrement les critères de gravité, l'évolution, surtout les complications et dernièrement le traitement médical et chirurgical. Toujours tous ces supports sont dans la description chers collègues. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Maximisez toujours vos partages. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Mon but toujours de ces séries de vidéos, c'est d'atteindre le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, on conclut notre cours. Les signes cliniques de gravité, donc comme compétence, après le diagnostic, après la justification des examens paracliniques, on répète, c'était une radiographie ou bien un téléthorax, premièrement avec un ECG en première intention, et c'était un écho-cœur pour le diagnostic, pour l'évaluation des lésions et pour le pronostic. Donc j'espère que vous pouvez maintenant diagnostiquer et justifier surtout vos examens paracliniques devant un rétrécissement mitral. Les signes de gravité, c'est la clinique premièrement, surtout l'aggravation des signes fonctionnels. Deuxièmement, s'il s'agit d'un intervalle P2 et claudication ou bien claquement de l'ouverture mitrale qui est très serré, c'est la triade de Durosé. J'espère que vous avez la noté. L'éclat de B2, on va voir cet éclat de B2 dans l'HTAP et vous avez vu cette dernière l'année passée en simulologie où vous avez vu les bruits cardiaques. Donc un B2 correspond à la fermeture des valves sigmoïdes et des valves aortiques. Il témoigne dans notre cas là d'une HTAP sévère et qui est un critère de gravité. Devant les crépitants, donc crépitant, vous avez vu ça dans quelle pathologie? Dans l'OAP, dans un œdème aigu du poumon, pathologie interstitielle et alvéolaire. Si vous avez un patient qui est déjà diagnostiqué avec un rétrécissement mitral et qui a des crépitants aussi détectés à l'auscultation, c'est un mauvais pronostic. Il s'agit d'un OAP et d'une forme malheureusement qui est très avancée. Les signes, je répète, ça on avait vu dans la physiopathologie, le titre le plus important, signes d'insuffisance ventriculaire droite et même des signes d'insuffisance tricuspidienne fonctionnelle par la dilatation des cavités droites. Ça on avait parlé dans l'échocardiographie. Donc tout ça sont des signes cliniques, je répète, de gravité. En ECG, les signes de gravité, on avait vu, c'était la fibrillation auriculaire. Donc ça c'est ACFA, c'est pour arythmie complète sur fibrillation auriculaire permanente. Ça c'est grave. Dans la radiographie, un poumon mitral, j'espère que vous vous souvenez de la silhouette en double contour et en double bosse. C'est pour cela toujours on insiste sur les points forts et je vous invite à les noter toujours pour mieux comprendre et mieux assimiler. On écho-cœur une surface cardiaque qui est très serrée, inférieure à 1 cm². Donc c'est le rôle, bien c'est la mitrie bidimensionnelle, bien la planimétrie bidimensionnelle qui est calculée par l'écho-cœur. Et dernièrement en Doppler, donc toujours écho-cœur couplé au Doppler, où vous allez noter un gradient qui est supérieur à 10 mm². J'insiste surtout sur les crépitants qui témoignent d'un OAP. Ou bien dilatation des cavités droites, ça c'est grave. L'arythmie complète, ça c'est grave. Le poumon mitral, la silhouette c'est très évocatrice. Et le rôle de l'écho-cœur pour savoir ou bien pour diagnostiquer s'il s'agit d'un rétrécissement mitral modéré, serré ou bien très serré. J'espère maintenant que vous pouvez savoir ou bien repérer les critères de gravité. Et on passera maintenant aux complications. Les complications malheureusement sont multiples. On note premièrement des complications pulmonaires. Donc, on note un œdème aigu du poumon, une insuffisance cardiaque gauche, donc un OAP qui est dû ou bien qui est secondaire à cette insuffisance cardiaque. On note des bronchopneumopathies mitrales du poumon mitral. La silhouette, je répète toujours, elle est à noter. On note des troubles de rythme. Donc, on note des ESA. Ça signifie des extrasystoles auriculaires. Ça nous fait rappel aux troubles du rythme supraventriculaire. Supraventriculaire, elle est d'origine auriculaire. On va revoir ça, je répète, avec détail dans le chapitre des troubles de condition et du trouble du rythme. Fibrillation auriculaire, les flûteurs, donc tout ça, ils sont classés, notez-vous bien, si on vous utilise le terme. Troubles supraventriculaires, donc ils sont souvent retrouvés comme complications devant un rétrécissement mitral.
Les accidents thromboemboliques, donc là, il s'agit d'une dilatation, on explique, il s'agit d'une dilatation du ventricule, ou bien de l'oreillette gauche surtout. Donc, un oreillette qui est dilaté, ça va favoriser la stase sanguine. Cette stase sanguine, elle va coaguler et elle va donner la thrombo, ou bien les thrombus, ou bien les embolies. Ces embolies-là sont systémiques. Ils vont causer des AVC, donc les modes de révélation malheureusement. Donc l'AVC, vous avez vu en neurologie. Les embolies du membre, on va revoir ça dans l'AOMI, c'est l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc toujours, chers collègues, on traite les modules en enchaînement pour mieux comprendre et pour mieux assimiler. Donc les embolies systémiques, les AVC, les embolies du membre, les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, tout ça sont des conséquences à la stase au niveau de l'oreillette gauche. Les embolies pulmonaires, s'il s'agit d'une stase au niveau du cœur droit, donc vous avez vu l'embolie pulmonaire en pneumologie dans le module précédent. Donc une stase veineuse, ça va donner une embolie pulmonaire. Une stase artérielle, sanguine artérielle, ça va favoriser les embolies systémiques. Donc ça, c'est la sémiologie et c'est de l'anatomopathologie. Quatrièmement, comme je vous ai dit, la AM, elle va survenir surtout chez la femme enceinte pendant grossesse. Donc vous pouvez noter, donc ça c'est une embolie pulmonaire. Donc là, vous pouvez noter pendant la grossesse les accidents gravidiques. Donc là, ce que vous voyez à gauche, ce sont les bas de contention. Donc surtout devant des stases veineuses. Et les accidents de grossesse, surtout, c'était l'embolie pulmonaire postpartum et post-abortum. J'insiste toujours sur la sémiologie cardiaque. Dans certains des cas, donc là c'est l'accident gravidique. Dans certains des cas, c'est la greffe oslérienne, mais elle restera rare. On va voir l'endocardite ou bien la greffe oslérienne dans les valves, ou bien chez les patients porteurs des valves. On a un cours sur ça. C'est le suivi des patients ou bien des porteurs des valves. Souvent, ils sont favorisés par ces endocardites. Vous pouvez avoir, ça c'est à retenir, souvent, la sixième, elle est posée comme thème d'examen, un syndrome d'Ortner. Donc, c'est quoi un syndrome d'Ortner? Le voilà à gauche dans l'illustration. Donc, c'est la compression du nerf récurrent gauche par l'oreillette gauche qui est dilatée. Et il va donner quoi? Il va donner une dysphonie. Donc, si on vous pose quelles sont les complications de RM, donc l'OAP premièrement, trouble du rythme, les embolies soit artérielles, soit veineuses, donc embolie systémique, AVC, embolie pulmonaire aussi s'il s'agit d'une stase du corps droit, les accidents gravido-cardiaques, je répète, souvent sont des femmes en grossesse, la greffe c'est rare. Sixièmement, je répète, très fréquemment posé comme thème d'examen, donc c'est le syndrome d'Ortner. C'est la compression, ce que vous voyez à gauche, le compression du nerf récurrent par l'oreillette gauche et ça va donner une dysphonie. Donc si vous avez un patient diagnostiqué pour bien par une fibrose ou bien un rétrécissement mitral, ce dernier, on vous pose la question, il est en train de développer de troubles de la parole, voire une dysphonie totale. Votre diagnostic là, c'est le syndrome d'Ortner. Une insuffisance cardiaque droite à un stade terminal, malheureusement. Et dernièrement, je répète, la cause, c'est pour cela qu'on a insisté sur les causes. Donc, c'était 95% un rétrécissement articulaire aigu. Là, c'est une indication à la corticothérapie. Si ce patient-là, il va avoir une deuxième poussée de RAA à cause d'une mauvaise observance au traitement, il va avoir des séquelles ou des lésions cardiaques qui sont plus graves. Donc c'est pour cela, parmi les mesures de prévention, c'est le traitement du rhumatisme articulaire aigu si vous avez ça dans les antécédents personnels de ce patient. Donc traitez, ou bien méfiez-vous surtout les greffes oslériennes, surtout devant les valves. On va revoir ça. Et faites attention aussi, deuxièmement, au rhumatisme articulaire aigu, l'indication à la corticothérapie pour garantir la rémission de ce rhumatisme et prévenir les poussées évolutives qui vont avoir des lésions graves sur les valves, surtout à chaque fois que la poussée elle va survenir. Donc j'espère que c'est clair pour les complications. J'espère que vous avez les notés. Donc maintenant, avant de voir le traitement, on va voir les formes cliniques et les diagnostics. Donc les formes cliniques là, ils sont très multiples. Il s'agit d'un rétrécissement mitral œdémateux.
Il s'agit d'un rétrécissement mitral avec une hypertension artérielle pulmonaire HTAP qui est grave. Un RM chez les enfants, un RM surtout chez les grossesses qui est le plus fréquent, ou bien en cours de grossesse chez les femmes, en âge de procréation qui est le plus fréquent, un rétrécissement mitral congénital qui restera rare, un RM chez les sujets âgés, et, notez-vous bien, un autre syndrome là, c'est le syndrome de Luton-Baker. Donc, le voilà, c'est le syndrome de Luton-Baker. Donc, il associe un rétrécissement mitral avec une communication interauriculaire. Donc, si on vous pose la question, il s'agit d'un patient qui est diagnostiqué avec des malformations congénitales associant un rétrécissement mitral avec une communication interauriculaire droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous êtes devant un syndrome de Luton-Baker. Et la resténose mitrale. Donc, vous allez voir parmi les complications ou bien parmi les formes, c'est que ces derniers, ou bien ces sténoses, ces rétrécissements, ils tendent à récidiver. Donc, ce que vous voyez là, donc ça, c'est le fameux syndrome, je répète, de Luton-Baker. Donc, il associe un septum atrial qui est défectueux avec un rétrécissement mitral. Et là, ce que vous voyez là en radiographie, donc cette image-là, elle est très évocateur d'un oreillette droite qui est, vous avez vu ce terme-là dans la première partie, qui est dit ectasique. Donc là, voilà à gauche, si vous avez cette image-là, donc ça c'est un oreillette gauche qui est très dilatée. On utilisera le terme ectasique. Ce dernier, il va favoriser, je répète, le syndrome d'Ortner. C'est souvent posé comme question d'examen. Et si vous avez une forme congénitale en association de ce RM avec une CIA, une communication interauriculaire, vous êtes devant un syndrome de Luton-Baker. J'insiste sur ces deux syndromes, Ortner et Luton-Baker, ils sont souvent posés comme thème d'examen. Dernièrement, avant de conclure les diagnostics différentiels, donc le diagnostic du rétrécissement mitral en règle, il est facile. Simple auscultation va vous poser ce diagnostic. Il ne pose pas de grosses difficultés, mais il s'agit d'autres, certains cardiopathies qui peuvent poser le diagnostic différentiel. On note, par exemple, le roulement de Flint. Notez-vous bien ce terme-là, on va voir ça dans l'insuffisance aortique. Donc c'est un roulement secondaire, mais pas une pathologie mitrale, pas une pathologie aortique, une autre valve, notre prochain intitulé. Un roulement avec débit dans les shunt gauche-droite. Vous allez voir cet effet shunt dans les prochains chapitres. Donc c'est le cas d'une communication interauriculaire, le syndrome de Luton-Baker. Un roulement diastolique sans éclat du premier bruit, ni claquement de l'ouverture, il est retrouvé. Donc, ça, c'est du diagnostic différentiel. C'est le mixant. Donc, le premier diagnostic différentiel, si on vous pose la question, devant, bien avec une dilatation, ou bien une hypertrophie de l'oreillette gauche devant un rétrécissement mitral. Donc, c'est le myxome de l'oreillette gauche qui est une tuméfaction, ou bien qui est une tumeur bénigne. Donc, si vous avez un myxome, l'hypertrophie, la tuméfaction, une tumeur de l'oreillette gauche, le myxome là, c'est du diagnostic différentiel en premier ordre avec le rétrécissement mitral. En règle générale, le diagnostic il est facile et il est redressé, surtout l'examen clé. J'espère que vous avez noté ce terme-là. L'échocardiographie Doppler, c'est l'examen à choix, c'est l'examen clé de cette valvulo, voire même toute valvulopathie. Donc en diagnostic différentiel, notez-vous bien un roulement de Flint. Notez-vous bien donc la malformation ou bien le syndrome de Luton-Baker. Et troisièmement, donc le plus fréquent ou bien le qui va poser le diagnostic différentiel le plus souvent, c'est un myxome. Donc c'est une tuméfaction, c'est une tumeur de l'oreillette gauche. Trois diagnostics différentiels à retenir si on vous pose la question. J'espère que vous allez les noter. Dernièrement, on arrivera au traitement. Donc là, c'est un roulement de Flint. Dernièrement, le traitement. Donc, on a trois modalités. On a un traitement diurétique, on a un traitement anticoagulant et on a un traitement anti-arythmique. Donc ça, c'est là pour la première modalité qui est traitement médical. Deuxièmement, on note une commissurotomie percutanée et voire troisièmement une chirurgie à cœur ouvert. On commence premièrement par le traitement médical.
Donc, premièrement, les diurétiques. On va voir ces diurétiques-là en détail dans dans la deuxième playlist qui sera intitulée sur la thérapeutique. On va voir les diurétiques, on va voir les antiarythmiques, on va voir les digitaliques, les inhibiteurs classiques, tout ça, tous ces thérapeutiques, on va voir dans la deuxième playlist en parallèle, chers collègues. Donc, premièrement, diurétique, c'est un traitement de l'insuffisance cardiaque, notez-vous bien, et de l'HTAP, ou bien de l'hypertension artérielle, l'HTA, en cas de manifestation d'œdème pulmonaire. Donc, si on vous pose la question, un patient qui a développé un œdème pulmonaire, un OAP, secondaire à un rétrécissement mitral, votre traitement de choix là, médical, c'est les diurétiques. Heureusement, cet œdème, cet OAP, malgré que ce dernier il est grave, il répond bien aux diurétiques, heureusement. Donc, traitement diurétique, surtout devant un OAP, avec un, ou bien avec un régime hyposodé, où il s'agit d'une rétention hydrosodée. C'est à prescrire là, le traitement, c'est les diurétiques. Deuxièmement, je répète, comme complications, nous avons vu, donc les thromboses ou bien les embolies. Donc le traitement là indiqué, c'est un traitement anticoagulant. Donc pour lutter contre les emboles et même aussi les troubles de rythme. Vous allez revoir ça dans les troubles de rythme, surtout la fibrillation. Donc votre traitement devant une fibrillation atriale. Donc cette dernière, elle complique souvent avec des thromboses. Donc là, c'est un traitement anticoagulant qui est indiqué. Troisièmement, et on va voir un chapitre total sur ça, c'est les traitements anti-arythmiques et ou les digitaliques. On va voir ça en cas de trouble de rythme atrial, en cas de trouble ou bien de fibrillation permanente ou paroxystique. Donc les digitaliques, c'est les traitements du trouble de rythme et de l'insuffisance cardiaque. Donc notez-vous bien dans ce premier cours, comme modalité de traitement médical selon les complications, diurétique en cas d'OAP, surtout anticoagulant devant une ACFA, c'est une arythmie complète sur fibrillation auriculaire, et devant les insuffisances ou bien en cas de trouble du rythme grave, c'est un traitement antiarythmique ou bien des digitaliques, on va les aborder avec détail. Deuxième modalité de traitement, c'est la commissurotomie percutanée. Donc là, vous voyez comme leur nom indique, donc c'est une, je répète, la lésion anatomopathologique là, c'est une symphyse commissurale, donc c'est une soudure si on peut utiliser le terme de cette valve. Notre traitement là, c'est la commissurotomie chirurgicale, donc on va couper, on va dessouder si on peut utiliser le terme, on va enlever cette commissure. Donc cette dernière, donc, elle nécessite pas une ouverture du thorax. Donc, on utilisera quoi? On utilisera la technique d'inoué ou bien le ballonnet d'inoué, ce que vous voyez là. Donc, si on vous pose la question, quelle est la technique la plus utilisée que pour la commissurotomie? Donc là, il ne s'agit pas d'un traitement à un cœur ouvert, faites attention. Donc, c'est percutané à l'aide d'un ballonnet d'inoué, notez-vous bien le terme. Donc, on utilise un ballon original, on va le manipuler aisément jusqu'au avoir ou bien jusqu'aux arrivées au lieu de cette valve et on va faire notre commissurotomie. Heureusement, cette technique est très efficace. Les complications, ils sont rares. Les embolies systémiques, ils sont retrouvés dans moins de 0,1% des cas. L'insuffisance mitrale et les déchirures, donc dans 2 à 5% des cas. Les résultats à long terme, donc, sont grevés par le risque. Je répète, donc si on vous pose la question, le risque d'une sténose mitrale, c'est la resténose, c'est la récidive devant une commissurotomie percutanée. Donc, deuxième modalité de traitement, commissurotomie percutanée. L'avantage là, c'est pas à ciel ouvert, donc thorax qui est fermé. Méthode percutanée à l'aide d'un ballonnet par cathétérisme, le ballonnet dénoué. Donc là voilà, ça c'est du ballon dénoué. Donc ça c'est avant dilatation. Donc vous notez là à l'écho Doppler toujours. Donc ça c'est une surface qui est rétrécie. Et là après la dilatation, vous voyez une surface mitrale qui est restaurée à la normalité. Donc toujours le rôle de l'échographie. Donc c'est bien l'écho-cœur, c'est l'examen clé, je répète toujours devant les valvulopathies. Donc deuxième méthode, un ballonnet d'inoué percutané. Les avantages là, on va éviter le thorax ouvert, mais la resténose, donc
c'est une complication fréquemment retrouvée devant ce rétrécissement mitral. Troisième méthode, donc là c'est la technique expliquée. C'est du cathéter. Elle est mieux illustrée à gauche dans l'illustration. Troisièmement, dernière modalité de traitement, donc ça c'est le ballonnet d'inoué, les étapes. Dernièrement, donc la commissurotomie, donc ou bien le traitement chirurgical. Ce que vous voyez à gauche, c'est une commissurotomie à cœur fermé. Elle est abandonnée. Ce qu'on utilise dans notre jour là, c'est la commissurotomie à cœur ouvert. Donc, traitement chirurgical de dernier recours. Donc, une commissurotomie à cœur ouvert sous circulation extracorporelle. Cette technique, elle est indiquée devant des formes anatomiques qui traitent mal, donc en cas d'échec de la commissurotomie à cœur fermé. Donc on préfère toujours la méthode d'inouï si on vous pose la question, quelle est la méthode chirurgicale à préférer? Premièrement, c'est un ballonnet ou bien la dilatation, la commissurotomie par la méthode ou bien le ballonnet d'inouï. Si ça ne marche pas, on va passer à la commissurotomie à cœur ouvert. Donc, elle nous permet de l'ouverture des commissures sous contrôle de la vue et la vérification aussi de l'étanchéité de la valve. La voilà à gauche, une commissurotomie à cœur ouvert, une opération qui est très invasive. Malheureusement, on n'a pas le choix là, donc qu'avoir le recours à cette commissurotomie en cas d'échec de la méthode d'inouï. D'autres modalités de traitement, c'est le remplacement total de la valve par des prothèses. Et on va voir ça dans les prothèses. Donc, il s'agit de deux indications, soit valve mécanique chez le sujet jeune ou une valve, bien une bioprothèse chez le sujet âgé. On va voir ça dans les prochains cours. Donc, dernièrement, comme traitement chirurgical, donc soit une commissurotomie à cœur ouvert, premièrement, ou bien voir totalement un remplacement valvulaire par prothèse. Ce que vous voyez à gauche, ça c'est une prothèse à double ailette. Donc souvent, cette dernière, elle est indiquée chez un sujet jeune. Les avantages là, c'est la durabilité. Cette valve-là, elle est très durable. Les inconvénients, c'est qu'elle nécessite un traitement anticoagulant et on va voir ça avec détail dans l'enchaînement de ce module. Traitement préventif dernièrement. Donc pour la prévention primaire, donc ça c'est les valves à double ailette. Traitement préventif primaire, traitement simple systématique des angines par les antibiotiques. Donc faites attention aux angines. Traiter cette dernière par les antibiotiques, il favorise surtout, je répète, les porteurs des valves. Donc relation intime entre infection ou bien angine et porteur de valve. Faites attention aux portes d'entrée ORL. L'élévation du niveau de vie de la population en zone en forte endémie, c'est ces angines. Donc ça c'est primaire, avant d'avoir ces valvulopathies ou bien ces lésions. Pour la prophylaxie secondaire chez un patient déjà qui est diagnostiqué ou bien qui a un rétrécissement mitral. Donc prévention des antécédents évolutifs qui émaillent la vie. Donc un porteur d'une maladie mitrale ou bien d'un rétrécissement mitral, on va lui protéger contre les embolies, contre l'OAP et troisièmement, la troisième complication qui est fatale, c'est l'insuffisance cardiaque. Donc, prévention de l'embolie, je répète, c'est par les anticoagulants. Prévention de l'OAP, c'est les diurétiques. L'insuffisance cardiaque, c'est la troisième indication, troisième thérapeutique qui était, faites attention, c'est les digitaliques ou bien les antiarythmiques. Et faites attention, la prévention, donc là, c'est l'extensiline, donc le traitement des angines par choix, en prévention primaire. Et pour le rhumatisme articulaire aigu, c'est la prévention, je répète, d'une reprise rhumatismale qui est évolutive. Je vous invite à consulter le cours du RA. C'est toujours disponible dans la playlist de rhumatologie pour plus d'informations. Donc, l'antibiothérapie au long cours ou bien l'extensilinothérapie, ce que vous voyez là, ça c'est l'extensiline en injection. C'est le traitement de choix ou bien c'est la modalité de prévention secondaire. L'avant-dernière plaque, c'est l'indication thérapeutique. Donc, notez-vous bien, tout, tout rétrécissement mitral qui est symptomatique, il est à opérer. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, tout
Rétrécissement qui est asymptomatique, qui a l'un des caractères suivants. Une surface mitrale très serrée, inférieure à 1,5 cm², calculée à l'écho-Doppler. La notion des fibrillations paroxystiques, des antécédents des embolies, un contraste spontané entre oreillette gauche, un oreillette gauche qui est très dilaté. Donc, dilatation, c'est parmi les indications à la chirurgie. Donc, si vous avez à la radiographie un oreillette gauche qui est vraiment dilaté supérieur à 50 mm, c'est ce que on avait vu dans l'ectasie, dans les illustrations précédentes. Donc, c'est une indication chirurgicale. Et dernièrement, on va voir ça dans le cours de l'HTAP. C'est une pression artérielle pulmonaire supérieure à 50 mm. Même si ce patient-là, il est asymptomatique, il est à opérer devant ces critères-là qui sont les critères de gravité qu'on a vus au début de cette partie. Donc, dernièrement, pour la pratique, notez-vous bien le diagnostic du rétrécissement mitral. Quelques messages à retenir avant de conclure le cours. Donc, il peut être suspecté cliniquement par une auscultation à l'apex, la triade de Du-Rosier, j'espère que vous avez la notée. Donc, la symptomatologie là, acoustique du rétrécissement mitral, elle est très caractéristique. C'était les souffles et la triade, toujours je répète. L'écho-cœur, ou bien l'échocardiographie. Donc, elle fait très facilement le diagnostic, c'est l'examen clé, l'examen de choix. Deuxièmement, l'échocardiogramme, un ECG et la radiographie de thorax. Donc, elle nous permet seulement, faites attention, seulement je dis de suspecter, mais jamais d'affirmer. Donc, l'examen de première intention, c'est un ECG avec un téléthorax, mais l'examen de certitude, l'examen de choix, l'examen clé, je répète toujours, je dis, c'est l'écho-cœur devant tout valvulopathie. Enfin et dernièrement, le rétrécissement mitral et la fibrillation atriale, ou un rétrécissement mitral déjà compliqué d'accident embolique, même en rythme sinusal, il demeure une indication formelle et définitive au traitement anticoagulant oral. Donc je répète, triade du Rosier, écho-cœur, suspicion seulement devant une radiothorax avec un ECG. Et si vous avez fibrillation auriculaire, je répète, c'est une indication au traitement anticoagulant oral. Ça, on avait vu précédemment au début dans les thérapeutiques. Donc, toujours, merci pour votre attention, chers collègues. On va voir prochainement l'insuffisance mitrale avant d'aborder la pathologie valvulaire de l'aorte. On va voir aussi le rétrécissement aortique, l'insuffisance aortique, on va voir l'endocardite infectieuse et la surveillance des porteurs des valves, comme on avait dit dans ce cours. Donc, comme premier chapitre, toujours en module de cardiologie. Bon courage, chers collègues, pour vos préparations. Merci pour votre attention une deuxième fois. On se rencontrera très prochainement dans la suite de ce module. Donc, à la prochaine, chers collègues.